Très ville PM. The flying disc has been found. Les enquêtes de Christian Page. Alors, mythe et complot avec notre extraordinaire Christian Page. J'adore le titre de ta première chronique, puis je me rappelle du film, puis E.T. Phone Home, E.T. Phone Home. Absolument. Ton titre, c'est « Doit-on répondre à E.T. » Voilà, et c'est une question qui, bien sûr, elle peut paraître frivole comme celle-là, mais tu te rappelles, il y a 2 ou 3 semaines, on parlait de ce programme, les Breakthrough Listen, où on nous annonçait qu'on avait écouté plus de 1000 étoiles, qui étaient situées à peu près à 160 années-lumière de la Terre. En fait, c'est la banlieue, on s'entend bien, parce que uniquement notre propre galaxie, la Voie lactée, compte à peu près 3000 milliards de soleils, et elle fait 100 000 années-lumière. Donc, on en a exploré que 160. Là. Donc, et on n'a pas capté de signaux. Mais tu seras sûrement étonné. Il me semble que ça serait un peu arrogant de croire qu'on est les seuls au monde, puis surtout de croire qu'on est dans le milieu. Voilà. Et tu as tout à fait raison, Dan. Et la grande question qu'on peut se poser, et tu seras surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de protocole en ce sens, si demain matin, on captait un signal radio, c'est pas certain qu'on réussirait à déchiffrer la technosignature qui nous permettrait de dire, voici, les extraterrestres nous disent ceci. Mais cette technosignature pourrait nous dire, c'est sûr que ce sont des extraterrestres qui ont envoyé ce signal. Il faut que ça soit quelque chose de vivant. Une civilisation avancée. Est-ce qu'on doit répondre au message? Est-ce qu'on doit faire un coucou, dire, voici, nous sommes ici. Non. Voilà, et c'est cette grande question. Et il n'y a pas de protocole. Et il y a quelques jours, s'ouvrait une grande foire technologique et scientifique à Londres. Et pour les besoins de pour l'annoncer de cette présentation, le service de SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence, donc cette grande organisation internationale qui cherche des signaux radio dans l'espace, donc celle qui chapeaute un peu ce qui se fait en Grande-Bretagne, ont mis sur leur site web, et toi, n'importe qui sur la planète peuvent répondre à ce questionnaire, c'est 10 questions sur est-ce que l'on doit ou non répondre à ce signal radio. Parce que éventuellement, ça va sûrement arriver. Et ça nous concerne tous, nous, les êtres humains. Qu'est-ce que l'on fait? Oui, mais justement, les êtres humains, c'est parce qu'on base notre raisonnement en tant qu'être humain sur ce qu'on a vu des autres êtres humains. Oui. Alors moi, puis la tendance des humains, c'est quand ils trouvent une île ou un territoire qu'ils n'ont pas vu, c'est de l'envahir, puis de le voler, de l'occuper, puis on a tendance à détruire l'habitat, etc. Donc, on est porté à dire non, nous autres. Moi, c'est peut-être la curiosité peut l'emporter, mais moi, ça ne me tenterait pas. Tu as tout à fait raison, Dan, et tu partages le point de vue en ce sens du très grand Stephen Hawking. Parce que Stephen Hawking, qui est décédé il y a quelques années, l'an dernier, je crois, Stephen Hawking disait, si on capte un signal radio des extraterrestres, il faut absolument pas y répondre. Parce que quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, toute civilisation avancée qui est entrée en contact avec une civilisation moins avancée l'a éventuellement absorbée, éliminée. Et c'est pas seulement à l'échelle humaine, ça se fait également au niveau animalier. Tu regardes des animaux lorsqu'ils entrent sur un autre territoire où il y a d'autres populations, rapidement ils vont conquérir, s'approprier le territoire. Alors si on fait un signal radio puis on envoie aux extraterrestres en disant parfait, on a capté votre signal, on est ici. Quelle va être la réaction? Est-ce qu'on risque de voir débarquer chez nous des visiteurs qu'on ne souhaite pas voir débarquer? Donc, il y a toute cette dynamique et au moment où on se parle, il n'y a pas de protocole en ce sens. Et ce programme mis en ligne... Toi, une planète remplie de belles-mères. Mon Dieu, tu vas pas arriver ça chez vous. Et tu comprends, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche de dire, il y a les amateurs d'OVNI qui te diront, mais ils sont déjà là, puisque ça fait 75 ans, de façon moderne, que les gens rapportent avoir observé des objets volants non identifiés. Sans prendre de photos. Tu me l'as fait remarquer la semaine dernière. Non identifiées. Des photos floues. Hein? Si elles n'étaient pas floues, c'est parce que ce que tu n'as pas compris, Dan, c'est que sur tous ces engins-là, il y a un petit bouton, c'est un bouton de floutage. Et quand on voit un appareil photo braqué en direction, les extraterrestres pèsent sur le bouton floutage. Absolument. D'où la photo. Donc, il y a les amateurs de c'est responsable de plusieurs de mes pochettes de disques. Je comprends. T'avais ce floutage-là dans l'œil.
On a donc les amateurs d'OVNI qui nous disent ça fait au moins de façon moderne 75 ans qu'on est visité par des extraterrestres. De l'autre côté, tu as les scientifiques qui disent non, on n'a absolument aucune preuve qu'on n'a jamais été visité par des extraterrestres. Et si les extraterrestres venaient à débarquer chez nous, ils ne se cacheront pas derrière un buisson. Ils vont débarquer un peu comme dans le film Premier Contact, comme dans Independence Day, un matin. On risque de se lever et ils seront là et avec aucun désir de dissimuler leur présence. Et tu comprends, si ce sont des civilisations qui sont très avancées par rapport aux nôtres, on est à peu près perdu dans la mesure où si leurs intentions sont belliqueuses, et en un tour de main, je pense que la civilisation humaine sera effacée de la surface de la Terre. C'est gentil de nous faire ça juste avant la fin de semaine. Merci, Christian. Profitons de la fin de semaine. J'ai ma fin de semaine à cause des extraterrestres. C'est justement ça. Profitons de la fin de semaine. Alors, ensuite? Écoute, mon deuxième sujet concerne la zone 51. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit si je te dis simplement cette appellation zone 51? Ça me fait penser à un espace militarisé. Voilà. Texas, Nevada, je me rappelle plus. Au Nevada. Tu as tout à fait raison, parce que c'est devenu un peu dans le langage populaire, cette fameuse zone 51. Il y avait même eu un film là-dessus. Ouais, Independence Day, par exemple, on voyait cette base. C'est comme ça que je le sais, je suis pas vraiment cultivé. Mais tu as tout à fait raison. C'est une zone excessivement militarisée. C'est une base militaire qui se trouve dans le désert du Nevada, sur les bords d'un lac asséché. Mais quand je dis asséché, il est asséché depuis 100 000 ans. Là. Donc, la surface du sol est excessivement dure. Hein, c'est comme du béton. On y a construit la plus longue piste d'atterrissage au monde. Et dès le début des années 50, dans un contrat entre la compagnie Lockheed, la CIA et l'armée de l'air, on a développé le premier avion espion U-2 dans cette base-là. Donc, les Américains ont développé un premier avion espion. Puis, l'endroit est tellement isolé. On est au Nevada. On est à peu près à 3 heures et demie de route de Las Vegas, hein, au nord-ouest de Las Vegas. Donc, c'est vraiment, on est dans le désert. Et là, on a développé le U-2, le SR-71 Blackbird et tous les autres avions qui ont suivi par la suite. C'est vraiment un haut lieu de développement technologique dans le domaine de l'aviation. Ultra secret. On est en train d'y construire, tu sais, les drones que l'on voit aujourd'hui qui sont utilisés par l'armée américaine, dont on a accusé l'Iran d'en avoir rabattu un il y a quelques semaines. Ces drones ont été mis au point dans cette fameuse base de la zone 51 il y a une dizaine d'années. Et au moment où on se parle, c'est sûr qu'on est en train de développer une nouvelle génération de drones, une nouvelle génération d'avions. Mais depuis la fin des années 80, les amateurs d'OVNI affirment que dans cette base, parce qu'il y a un menteur pathologique qui le dit, un type qui est sorti de nulle part, à un moment donné, un type qui s'appelait Robert Lazare, il dit « J'ai travaillé dans cette base et mon travail était de faire de la rétro-ingénierie. » Il y avait un autre Lazare qui avait dit qu'il était mort puis il est revenu. Il est revenu. Donc, ce Lazare nous dit « Il y a des soucoupes volantes là-dedans qui viennent d'autres planètes. Mon travail était de les démonter, de faire de la rétro-ingénierie pour voir comment ça fonctionnait et pouvoir les adapter sur les appareils de l'armée américaine. » On a fait des investigations et on a découvert que ce Bob Lazare n'a jamais été au MIT, n'a jamais été à la Caltech comme il le prétend, n'a jamais été membre d'aucune organisation de chercheurs, d'ingénieurs, rien. Bref, un menteur pathologique. Mais néanmoins, pour les amateurs d'OVNI, c'était un peu ouvrir une boîte de Pandore. Et là, on s'est mis à fantasmer sur cette base de la zone 51. C'est parce que là, ils veulent croire. Ils veulent croire. Évidemment, tu leur donnes une raison, ils vont sauter dessus. Mais là. L'affaire a fait tellement des petits, a tellement fait réagir que même le président Clinton, à un moment donné, s'est fait poser la question, y a-t-il des extraterrestres dans la zone 51? Et avez-vous fait du sexe avec? Voici, on va revenir avec... Il disait non avant, il disait non, mais on va revenir avec les cigares, mais écoutons ce que Bill Clinton avait à dire. I demand to see all the classified files on the UFOs. Did you do that? Sort of. Sort of. Yeah, we had... So first I had people go look at the records on Area 51 to make sure there was no alien down there. And people thought that because everybody who works there has to stop about an hour away and put on special clothing and then drive in and out. And that's because a lot of our stealth technology is made there. We know that now. But there are no aliens there. If you saw... Donc voilà. Donc, il a checké quand même. Oui, parce que ça fait partie de la culture populaire.
Bref, tout ça pour te dire que, évidemment, tu ne peux pas pénétrer dans cette zone militaire. Hein. Tu peux arriver jusqu'aux portes de la base, qui est à 20 kilomètres. Et il y a un panneau sur le bord de la route qui te dit, si vous franchissez ce périmètre, Deadly Force Authorized. Hein, la force mortelle est autorisée. Moi, j'ai fait une tournée avec les troupes en Bosnie, puis laisse-moi dire, des fois, c'est des bases canadiennes, c'est un peu plus souple, mais quand c'est des bases internationales, là, puis t'as un Kodak dans les mains, ça se passe très, 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 très mal. C'est assez agressif. Tu peux pas niaiser. Ben, faudrait donner ce conseil-là à un groupe de gens. Voilà qu'il y a une espèce d'appel qui a été lancé sur Facebook. On compte réunir d'ici le 20 septembre quelque chose entre 2000 et 300 000 personnes qui vont dans un seul élan tenter de pénétrer dans la zone 51 avec le mot d'ordre, ils ne pourront pas tous nous arrêter. Non, ils peuvent tous vous taiser, par exemple, solide. T'as tout compris. Gang de smart. Oh! Je voulais t'en parler parce que c'est presque cocasse. Écoute, j'y suis allé, moi, dans la zone 51. J'étais arrêté à la porte, puis j'ai sauté de l'autre côté de la clôture. Il y avait un véhicule qui était là. Je tournais une série télé. Les types ont fait tourner les lumières, m'ont envoyé un pour nous raconter. Et j'ai dit à mon caméraman, avec beaucoup d'aplomb, oui, tout le courage qui m'habitait, on décalisse. Oui. Puis tu retourneras pas, je suis pas mal certain. Non. Félicitations. Hey, bougez pas de là. Après la pause, Christian est encore avec nous autres. Il va nous parler. Est-ce qu'un univers parallèle existe? Après la pause. Oui. C'est Christian Pagé. Oui, c'est en plein ça. On rentre dans la chronique Univers parallèle. Et avec toi, ça promet toujours. Moi, je suis toujours prêt à rire, puis là, tu me parles, puis je suis fasciné. Puis là, on se dit, les univers parallèles. Là, tu as l'impression que je vais te tenir un discours tout à fait de science-fiction. Et pourtant, je vais parler de... Il y a du monde qui s'amuse en studio, cool. Et en fait, je vais te parler de science, en fait. Et cette semaine, beaucoup de médias ont repris cette nouvelle. Ils l'ont un peu exagérée parce que c'est pas tout à fait la réalité. On nous disait, des scientifiques se préparent à ouvrir un portail vers une autre dimension. Des scientifiques veulent démontrer l'existence d'une autre dimension. En fait, c'est pas tout à fait ça. Mais on est quand même pas loin. Hein. C'est un groupe de chercheurs qui, eux autres, travaillent au laboratoire national d'Oak Ridge, au Tennessee. Et ils partent d'une anomalie, disons, dans le domaine de la physique quantique. Donc, au début des années 90, on a essayé de vaporiser, si je puis dire, ou transformer des neutrons. Les neutrons, ce sont les particules qu'on retrouve au centre de l'atome. Donc, on a décidé de faire une variation dans leur champ magnétique pour les changer en protons. Et pour faire ça, on a découvert que ça prenait exactement 14 minutes 39 secondes à faire. Sauf qu'il y en a quelques-uns qui ont mis 14 minutes 49 secondes. Pourquoi certains protons, pourquoi certains neutrons, avant de devenir protons, pourquoi expliquer comment on explique cette variante de 10 secondes? Pourtant, les neutrons sont tous pareils. Monsieur Einstein, non? Là, écoute, ça pose un sérieux problème sur le plan de la physique quantique. Il n'y a aucune raison, on n'en a pas trouvé. Et là, il y a un scientifique qui a émis l'hypothèse, crois-le ou non, qu'il faut savoir d'abord que l'univers que l'on observe, on observe en fait que 10% de l'univers. Le 90%... Dans mon cas, 5%. Mais le 90 autres % de l'univers, Dan, il est invisible. Il est constitué ou bien de matière noire ou d'énergie sombre. Ça peut paraître étrange, mais les trous noirs sont prouvés. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, l'imagination peut se lâcher d'aplomb. Donc, on sait que cette matière-là, elle est là. Cette énergie, elle existe. On peut la détecter, mais on ne peut pas l'observer. Alors, un scientifique a émis l'hypothèse que si certains neutrons mettaient plus de temps à devenir des protons, c'est peut-être parce qu'ils avaient fait un aller-retour dans un univers parallèle, un univers gémellaire, donc une image un peu inversée, une image miroir de notre propre univers. Parce que de plus en plus maintenant, les scientifiques ne parlent plus d'univers, mais de multivers. Donc on serait notre univers serait contenu dans une espèce de bulle, comme des bulles dans un verre de champagne, et chaque bulle contiendrait un univers entier. Mais tu vois, plus la science progresse, plus on s'aperçoit on va plus loin dans l'extrêmement petit et l'extrêmement grand, et ça semble être exactement la même chose. Absolument. La même sorte de distance, c'est que le cerveau humain n'arrive pas à imaginer. Alors, c'est pour ça que c'est l'imagination qui dicte
les limites de l'univers, mais à chaque fois qu'on a des moyens d'aller voir plus loin, on s'aperçoit qu'on n'a rien vu du tout. Et la même chose pour l'infiniment petit. Alors, on fait probablement partie de tout l'univers d'un atome. Oui, il y a une phrase célèbre d'Albert Einstein qui disait « L'imagination est plus importante que la connaissance », parce que c'est cette imagination qui amène la connaissance. Donc, tu comprends, on doit penser à tout ça. Donc, les scientifiques ont quand même un peu rectifié le tir cette semaine en disant « Non, on n'ouvrira pas une porte vers un vortex d'une autre dimension. On n'ira pas dans l'autre dimension, mais ce que l'on va faire dans un corridor, dans une espèce d'accélérateur, sur un corridor de plusieurs mètres, on va mettre un écran complètement opaque et on va le bombarder de neutrons. Et si on trouve de l'autre côté de l'écran, éventuellement des neutrons, c'est qu'ils auront traversé cet écran. Et si ils ont traversé cet écran, c'est qu'ils sont passés par quelque part. Ça ne prouvera pas l'existence d'un univers gémellaire, ça ne prouvera pas nécessairement qu'ils sont passés dans une autre dimension à travers un vortex, mais on ne pourra pas exclure l'hypothèse. Tu comprends? Donc, c'est ça, cette vision. La vision n'est pas de prouver que l'univers parallèle existe, mais de ne pas pouvoir l'exclure dans la démarche scientifique. Et c'est ce que c'est déjà comment on fonctionne. Moi, je peux pas prouver que Dieu n'existe pas, mais je crois pas, mais j'ai pas de preuve non plus. Mais à tout le moins, la science. Tu as tout à fait raison. Et à travers cette expérience-là, au moins, les scientifiques vont pouvoir dire, il faut considérer cette hypothèse avant de progresser plus avant. C'est comme ça que la science a toujours avancé. Absolument. C'est de la bonne science. Merci beaucoup, mon Christian. Ça me fait plaisir, Dan. C'était la chronique de Christian Page. Allô, Marie-Claude. Salut, Dan. Comment tu vas? Bonjour, Christian Page. Bonjour. Je vais très bien, toi? Je vais super bien. Je te dois une pièce. Hein? Ben, écoute, hier, je me suis assise sur ta chaise et puis il y avait une pièce. T'as piqué la pièce? Ben, elle était là. Ben, non, je l'ai ramassée pour te la redonner. Écoute, moi, j'avais pas de poche, donc c'était impossible que ça soit tombé de mes poches. Elle était peut-être à Paul Arcand avant qu'il parte en vacances, on sait pas, c'est peut-être à lui que tu le dois. Mais là, tu t'en serais rendu compte, écoute, quand on est assis sur un petit morceau de métal. Un magot. D'argent. C'est un trésor. Alors, oui, on va faire vite. Juste dire que, écoute, toujours le mystère total dans l'affaire du propriétaire de l'entreprise québécoise Savoura. Stéphane Roy et son fils sont disparus alors qu'ils revenaient d'un lac du Grand Nord, de lac de la Bidière. Il paraît qu'il y a des hommes d'affaires en ce moment qui ont des avions et qui survolent toute la région. Il y a beaucoup de solidarité. On va parler de ça. On cherche très fort. Important. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bonne émission tout à l'heure. Dans quelques instants, on parle du droit à la vie privée de nos élus avec l'ancien ministre libéral David Hurtel.